Les œuvres beaucoup plus vieilles disparaissent parce que la routine les dispensait de l'articulation. On pourrait à première vue poser le principe d'articulation comme principe de méthodologie, en analogie avec la raison subjective, progressiste, et le considérer sous cet aspect formel que l'analyse dialectique de l'art relègue au niveau de moment. Ce concept d'articulation serait trop simpliste, car l'articulation ne consiste pas seulement dans la distinction comme moyen d'unité, mais dans la réalisation de cette différence qui, selon l'expression de Hölderlin, est bonne. L'unité esthétique acquiert cette unité par la variété elle-même. Elle rend justice à l'hétérogène. La part de garantie des œuvres d'art, antithèse de leur essence immanente et disciplinaire, tient à leur richesse, quand bien même celle-ci se dissimulerait sous l'ascétisme. Cette plénitude les protège de la honte du rabâchage. Elle promet ce que refuse la réalité, mais comme l'un des moments situés sous la loi formelle, non pas comme quelque chose à quoi l'œuvre serait assujettie. Les œuvres qui, par une inimitié abstraite envers l'unité, s'efforcent de se fondre dans la diversité et perdent ce par quoi le différencié devient vraiment tel, montrent bien que l'unité esthétique est elle-même fonction de la variété. Les œuvres de la variation absolue, de la pluralité sans référence à l'unité, deviennent, précisément à cause de cela, indifférenciées, monotones et quelconques, de la différenciation du progrès. Le contenu de vérité des œuvres d'art, dont dépend finalement leur qualité, est fondamentalement historique. Son rapport à l'histoire n'est pas relatif de telle sorte que lui-même et la qualité des œuvres d'art varieraient simplement en fonction du temps. Certes, une telle variation a lieu, et les œuvres de qualité peuvent par exemple devenir caduques au cours de l'histoire. Toutefois, le contenu de vérité et la qualité n'échoient pas à l'historisme. L'histoire est immanente dans les œuvres et n'est pas un destin extérieur, une estimation fluctuante. Le contenu de vérité devient historique du fait que la conscience véridique s'objectivise dans l'œuvre. La conscience n'est pas un vague être dans le temps, ni un kéros. Cela justifierait le cours du monde, lequel n'est pas déploiement de la vérité. Depuis l'accroissement du potentiel de liberté, la conscience véridique signifie bien plus la conscience la plus progressiste, des contradictions dans l'horizon de leur réconciliation possible. Le critère de la conscience la plus progressiste correspond au stade des forces productives dans l'œuvre auquel, à l'époque de sa réflexivité constitutive, appartient également la position qu'elle adopte à l'intérieur de la société. En tant que matérialisation de la conscience la plus progressiste, qui englobe la critique productive de la situation esthétique, donnée et extra-esthétique, le contenu de vérité des œuvres d'art est l'écriture inconsciente de l'histoire, liée à ce qui, jusqu'à aujourd'hui, fut constamment maintenu à l'état latent. Ce qui, il est vrai, est en progrès, n'est pas toujours aussi clair que l'innervation de la mode aimerait l'imposer. Elle a même besoin de la réflexion. Le stade global de la théorie fait partie de la détermination de l'élément progressiste. Cette décision ne s'en tient pas au moment isolé. En vertu de sa dimension artisanale, tout art possède quelque chose du fer aveugle. Cette parcelle d'esprit du temps reste en permanence suspecte d'esprit réactionnaire. Même dans l'art, l'élément opérationnel émousse la pointe critique. C'est là que la confiance en soi des forces techniques de production, dans l'identité avec la conscience la plus progressiste, trouve sa limite. Aucune œuvre moderne de qualité, qu'elle soit rétrospective par son style ou inversement, ne peut échapper à cela. Peu importe que dans les œuvres d'Anton Bruckner se manifeste l'intention d'une restauration théologique. Ces œuvres sont plus que cette prétendue intention. Elles prennent part au contenu de vérité précisément parce que, en dépit de tout, elles se sont appropriées les découvertes harmoniques et instrumentales de leur époque. Ce qu'elles veulent d'éternel n'acquiert de substance qu'en tant que moderne et dans sa contradiction avec le modernisme. La réflexion de Rimbaud, il faut être absolument moderne. Elle-même, moderne, reste normative. C'est cependant parce que l'art tient son noyau temporel, non pas de l'actualité matérielle, mais de sa totale élaboration immanente, que cette norme, lors de toute réflexivité, se tourne vers quelque chose, en un certain sens, d'inconscient, vers l'innervation, le dégoût de la flétrissure. Être sensible à ce phénomène, c'est être très proche de ce qui constitue l'anathème du conservatisme culturel, à savoir la mode. Celle-ci possède sa vérité en tant que conscience non consciente du noyau temporel de l'art et a un droit normatif pour autant qu'elle n'est pas elle-même manipulée par l'administration et l'industrie culturelle, ni détachée de l'esprit objectif. Depuis Baudelaire,
De grands artistes furent complices de la mode. S'ils la dénonçaient, ils étaient convaincus de mensonges par les impulsions de leur propre travail, tandis que l'art résiste à la mode lorsque celle-ci veut le niveler de manière hétéronome. Il s'associe à elle dans l'instinct du millésime, dans l'aversion contre le provincialisme, contre cet élément subalterne qui s'efforce de maintenir à l'écart la seule notion digne des hommes de niveau artistique. Des artistes comme Richard Strauss et peut-être même Monet ont perdu en qualité lorsqu'apparemment contents d'eux-mêmes et satisfaits de l'acquis, ils perdirent la force de l'innervation historique et de l'intégration des matériaux les plus progressistes. Le déploiement des forces productives, le mouvement subjectif qui enregistre ce qui arrive à terme et l'apparition d'un élément objectif qui s'accomplit de manière sous-jacente, apparition du déploiement des forces de production que l'art, au plus profond de lui-même, possède en commun avec la société à laquelle il s'oppose en même temps par son propre développement. Celui-ci a dans l'art un sens multiple. Il est l'un des moyens qui achèvent leur cristallisation dans leur autarcie. Il est en outre l'absorption de techniques qui, en dehors de l'art, prennent naissance dans la société et parfois techniques étrangères et antagonistes ne lui apportent pas que des progrès. Enfin se déploient également dans l'art les forces humaines de production, par exemple la différenciation subjective, bien que ce progrès s'accompagne fréquemment du nombre de régressions dans d'autres dimensions. La conscience la plus progressiste s'assure du stade du matériau dans lequel s'est sédimentée l'histoire, jusqu'au moment auquel l'œuvre répond. Mais en ce cas, elle est précisément critique, modificatrice de la procédure technique. Elle pénètre dans l'inconnu et va au-delà du statu quo. Le moment de spontanéité est irréductible à cette conscience. En celle-là, l'esprit du temps devient spécifique, sa simple reproduction est dépassée. Mais ce que ne se contente pas de répéter les procédures existantes est à nouveau produit historiquement, conformément au mot de Marx selon lequel toute époque résout les problèmes qui se posent à elle. À toutes les époques paraissent effectivement s'accroître les forces de production esthétique et les talents qui, comme par une seconde nature, correspondent au stade de la technique et la font progresser dans une sorte de mimésis secondaire. La médiation temporelle des catégories qui passent pour être en dehors du temps et pour donner naturellement atteint ce degré. Le regard cinématographique inné, la spontanéité esthétique est donnée par le rapport au réel extra-esthétique, résistance déterminée contre lui, au travers de l'adaptation. De même que la spontanéité, que l'esthétique traditionnelle voulait exclure du temps comme élément créatif et temporel en soi. Elle participe au temps que s'individualise dans le particulier. Elle acquiert ainsi la possibilité de l'objectif dans les œuvres. L'irruption du temporel dans les œuvres doit être concédée à la notion d'habileté, bien qu'on ne puisse guère réduire celle-ci à un dénominateur commun, comme cela existe dans la conception du vouloir, comme dans Parsifal. Le temps dans les œuvres d'art, même dans ce qu'on appelle les arts temporels, devient espace. Modification des œuvres. Le sujet spontané est quelque chose d'universel, autant en vertu de ce qui est emmagasiné en lui que par son caractère de raison qui se transpose à la logicité des œuvres d'art et est un particulier temporel en tant que producteur ici et maintenant. L'ancienne doctrine du génie l'avait admis, mais en le mettant à tort à l'actif d'un charisme. Cette coïncidence s'insère dans les œuvres d'art. Avec celle-ci, le sujet devient un élément esthétiquement objectif. C'est objectivement, et non seulement d'après la manière dont elles sont perçues, que les œuvres d'art, pour cette raison, se transforment. La force contenue en elles continue de vivre. Il ne faudrait d'ailleurs pas schématiser au point de faire abstraction de la réception. Benjamin parlait un jour des traces que les yeux innombrables des spectateurs laissent sur les nombreux tableaux qu'ils contemplent, et l'affirmation de Goethe, selon laquelle il est difficile de juger de ce qui eut un jour un effet considérable, caractérise plus que le simple respect de l'opinion établie. La modification des œuvres n'est pas conjurée par leur fixation dans le marbre ou sur une toile, sur la toile, dans les textes littéraires ou dans les partitions, bien que la volonté aussi imbriquée soit-elle dans le mythe, joue un rôle dans cette fixation et dans l'arrêt des œuvres hors du temps. L'élément fixé est un signe, une fonction, il n'est pas en soi. Le processus existant entre lui et l'esprit est l'histoire des œuvres. Si toute œuvre est un équilibre, chacune est cependant capable d'entrer en mouvement. Les moments d'équilibre ne sont pas conciliables entre eux. Le déploiement des œuvres et la survie de leur dynamisme immanente. Ce que disent les œuvres par la configuration de leurs éléments signifie à des époques différentes quelque chose d'objectivement différent, et cela finit par affecter leur contenu de vérité. Des œuvres peuvent devenir non interprétables,
ne plus rien dire. Le plus souvent, elles deviennent mauvaises. Finalement, la modification interne des œuvres d'art devrait le plus souvent impliquer une perte, leur chute dans l'idéologie. Le passé nous livre de moins en moins de choses bonnes. Les réserves de la culture en tant que telles s'épuisent. Leur neutralisation est l'aspect extérieur de la décomposition interne des œuvres. Leur modification historique s'étend également au niveau formel. Tandis qu'aujourd'hui, il est impossible de concevoir un art emphatique qui n'ait pas d'ambition extrême. Il n'existe encore aucune garantie de survie. Inversement, dans les œuvres qui ne voulaient pas nourrir d'elles-mêmes de grandes ambitions, apparaissent parfois des qualités qu'elles n'avaient guère sur le moment. Claudius et Hebel résistent davantage que des auteurs très puissants comme Hebel ou le Flaubert de Salombo. La forme de la parodie, qui est au niveau formel le plus bas, s'affirme assez bien au détriment du supérieur, codifie le rapport. Les niveaux doivent être maintenus et relativisés. Interprétation, commentaire, critique. Mais si les œuvres achevées ne deviennent ce qu'elles sont que parce que leur être est un devenir, elles sont elles-mêmes renvoyées aux formes dans lesquelles ce processus se cristallise. L'interprétation, le commentaire et la critique. Ces formes ne sont pas seulement rapportées aux œuvres de ceux qui s'y intéressent, mais constituent le théâtre du mouvement historique des œuvres en soi, et donc des formes à part entière. Elles servent le contenu de vérité des œuvres en tant que chose qui les dépasse, et c'est par ce contenu, objet de la critique, des moments de sa fausseté, du fait qu'en elles, le déploiement des œuvres réussissent, ces formes doivent en outre se renforcer jusqu'à la philosophie. De l'intérieur, dans le mouvement de la structure immanente des œuvres et de la dynamique de leur rapport avec le concept d'art se manifeste finalement à quel point l'art, en dépit et à cause de son essence monadologique, est un moment dans le mouvement de l'esprit et aspect du mouvement social dans la réalité. Le rapport à l'art passé, tout comme les barrières de son imperceptibilité, ont leur place dans le stade actuel de la conscience, comme dépassement positif ou négatif. Tout le reste n'est rien d'autre que culture. Toute conscience qui pratique l'inventaire du passé artistique est fausse. Ce n'est qu'à une humanité libérée et réconciliée que pourra peut-être échoir sans honte l'art du passé, sans la rancune maudite contre l'art contemporain, comme réhabilitation des morts, au contraire d'un authentique rapport à l'élément historique des œuvres en tant que contenu propre et leur subsumption hâtive à l'histoire, leur assignation à des lieux historiques. À Zermatt, le Cervin, image pour enfants de la montagne absolue, se présente comme s'il était l'unique montagne de tout l'univers. Et sur le Gorner Grat, il apparaît comme maillon de la chaîne monstrueuse. Mais ce n'est qu'à partir de Zermatt qu'on accède au Gorner Grat. Il n'en va pas autrement de la perspective des œuvres. Le contenu de vérité est historique. L'interdépendance de la qualité de l'histoire ne doit pas être conçue d'après le cliché obstiné des sciences humaines vulgaires, selon lesquelles l'histoire est l'instance qui décide de la qualité. On ne fait que rationaliser historico-philosophiquement son impuissance, comme si l'on ne pouvait, et même juger adéquatement. Cette humilité ne présente aucun avantage par rapport à celui qui s'érige en pape et juge l'art. La neutralité prudente et factice est prête à disparaître sous les opinions dominantes. Son conformisme s'étend même au futur. Elle fait confiance au mouvement de l'esprit du monde, à cette postérité pour laquelle l'authenticité ne serait pas perdue, tandis que l'esprit du monde confirme et prolonge l'ancien mensonge sous le sortilège perpétué. De grandes découvertes occasionnelles, des exhumations comme celle du Gréco, de Berkner et de Lautréamont, tirent précisément leur force de ce que la marche de l'histoire en tant que telle ne prête pas son concours à ce qui est bon. Même du point de vue des œuvres importantes, il faut, selon l'expression de Benjamin, s'opposer à ce courant, et personne n'est capable de dire ce qui, parmi les choses importantes de l'histoire de l'art, a été anéanti ou si profondément oublié qu'il est impossible de le retrouver, ou tellement omis qu'on ne puisse l'évoquer. Il est rare que la violence de la réalité historique ne tolère que des révisions spirituelles. Néanmoins, la conception qui s'appuie sur le jugement de l'histoire n'est pas simplement stérile. Depuis des siècles, les exemples d'incompréhension des contemporains abondent. L'exigence du nouveau et de l'original, depuis la fin du traditionnisme féodal, entre nécessairement en collision avec des conceptions toujours valables. La réception contemporaine tente à devenir de plus en plus difficile. Il est tout de même frappant qu'on mette très peu en évidence les œuvres d'art de grande qualité, même à l'époque de l'historisme, qui fouillait pourtant tout ce qui était accessible.